Mesdames, Messieurs, en ce jour du 20 décembre 2019, je vais vous entretenir des transmissions à titre gratuit sans taxation. Il s'agit de transmissions à titre gratuit qui ne déclenchent pas l'application des droits d'enregistrement. On connaît les transmissions par voie successorale, les legs, les donations, mais toutes ces opérations entraînent l'application de droits d'enregistrement, dont on sait combien ils sont lourds dans notre pays. Oh, il est vrai, le législateur institue des abattements, des réductions de droits et parfois même des exonérations. Mais cela n'altère pas le principe que ces opérations relèvent des droits d'enregistrement. La Cour de cassation a révélé et consacré des opérations qui opèrent une transmission à titre gratuit sans déclencher la taxation au titre des droits d'enregistrement. C'est ce dont précisément je veux vous parler. La Cour de cassation a conçu des opérations qui n'entrent pas dans le champ des droits d'enregistrement. La Cour de cassation a estimé que ces opérations ne constituaient pas des donations indirectes, parce que, affirme-t-elle, il manque l'un des éléments qualificatifs des donations. Et pourtant, ces opérations réalisent une transmission à titre gratuit dont je veux vous parler. Ces opérations sont au nombre de 4. 3 d'entre elles, d'ailleurs, sont liées à la technique sociétaire, et puis la 4e met en œuvre exclusivement le droit du démembrement du droit de propriété. Alors, parlons tout d'abord, si vous le voulez bien, des transmissions à titre gratuit qui ne déclenchent pas la taxation au titre des droits d'enregistrement et qui reposent sur le mécanisme sociétaire. Première opération que je voudrais évoquer, il s'agit de la mise en réserve des bénéfices d'une société. L'hypothèse est la suivante, c'est une personne qui est titulaire d'un usufruit de droits sociaux, tandis que, par exemple, les enfants sont titulaires de la nue propriété des droits sociaux. Et dans l'affaire dont a eu à connaître la Cour de cassation, l'usufruitier, qui était en l'espèce d'ailleurs une usufruitière, avait décidé pendant 5 exercices de mettre en réserve les bénéfices de la société. Eh bien, l'administration fiscale a prétendu que ces décisions répétées de mise en réserve des bénéfices, que ces décisions constituaient une donation indirecte effectuée par l'usufruitier au nu propriétaire. Eh bien, la Cour de cassation n'a pas suivi l'administration fiscale. Elle a considéré qu'il n'y avait pas de donation indirecte. Pourquoi ? Bien parce que l'usufruitier, qui, il est vrai, vote la mise en réserve des bénéfices. L'usufruitier n'a aucun droit, nous dit la Cour de cassation, sur les bénéfices de la société. Les bénéfices de la société, à qui appartiennent-ils ? À la société. Et dès lors, il n'est pas concevable que ces bénéfices, ne figurant pas dans le patrimoine de l'usufruitier, puissent faire l'objet d'une donation au nu propriétaire. Voilà, la Cour de cassation, d'ailleurs, poursuit le raisonnement en disant que l'usufruitier ne pourrait que donner des dividendes. Mais précisément, les dividendes, ils n'existent que lorsque une décision de la société a transformé les bénéfices de celle-ci en des éléments qui figurent dans le patrimoine de l'usufruitier. Or, il n'y avait nulle décision de ce type, de telle sorte que la Cour de cassation a considéré que l'usufruitier n'avait pas pu donner des biens qui ne lui appartenaient pas, des biens qui appartenaient à la société. Voilà
un premier cas de transmission à titre gratuit qui mérite d'être souligné. En effet, lorsque l'usufruit va s'éteindre au décès de l'usufruitier, bien, les nus propriétaires vont devenir pleins propriétaires des parts sociales. Et ils pourront à ce moment-là mettre les réserves en distribution, et cela, vous l'avez compris, en franchise de droit d'enregistrement. Voilà une première stratégie que je voulais évoquer. Il y a une deuxième stratégie qui est liée à la technique sociétaire. Et c'est un arrêt de la Cour de cassation, là encore, qui a organisé et permis ce type d'opération. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'une société civile constituée entre des parents qui détenaient d'ailleurs 95% des droits à bénéfice de cette société, et puis des enfants qui avaient 5% des droits à bénéfice de cette société. Oh, dans cette société, il y avait des réserves importantes qui s'étaient accumulées. Que décide l'Assemblée? On réunit une assemblée des associés de cette société civile. Et la société civile modifie la clé de répartition des bénéfices de celle-ci. Et il a été décidé que les parents qui, dans le passé, avaient droit à 90% des bénéfices n'auraient droit dorénavant qu'à environ 35%, et que les enfants qui n'avaient que 5% des bénéfices auraient le droit dorénavant à 64% des bénéfices. Eh bien, l'administration fiscale a estimé que cette modification de la clé de répartition des bénéfices entre les associés, en l'espèce des parents vers les enfants, cette modification de la clé de répartition des bénéfices constituait une donation indirecte. Alors, il est vrai, effectivement, qu'après cette modification, la société a mis en distribution les dividendes. Et évidemment, ce sont les enfants qui ont recueilli les dividendes. Eh bien, la Cour de cassation, là encore, a écarté la qualification de donation indirecte. Pourquoi? Bien parce que la Cour de cassation, une fois de plus, a estimé qu'on ne pouvait considérer qu'il y avait une donation de dividendes. Les dividendes n'existent que lorsque la société a pris une décision de distribution. Or ici, il n'y avait pas eu de décision de distribution. Les parents n'avaient pas perçu de dividendes qu'ils auraient transmis d'une manière ou d'une autre aux enfants. Les bénéfices appartiennent à la société. Tant qu'ils ne sont pas mis en distribution, il n'y a pas de donation de dividendes possible. Or, la modification de la clé de répartition des bénéfices ne constitue pas une donation indirecte de dividendes. Voilà le deuxième cas que je voulais évoquer. Le troisième cas, très intéressant également, nous est proposé par aussi la Cour de cassation. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait là encore d'une société qui avait des réserves. Les parts de cette société étaient démembrées. La société met en distribution des réserves. Le problème qui se pose, c'est de savoir qui, de l'usufruitier ou du nu propriétaire, a droit aux réserves. A droit aux dividendes prélevés sur les réserves. Eh bien, la Cour de cassation a décidé que lorsqu'un dividende était prélevé sur des réserves, eh bien, celui qui a droit au dividende, prélevé sur les réserves, je le souligne, c'est le nu propriétaire. Mais la Cour de cassation ajoute que l'usufruitier va exercer son usufruit sur les dividendes auquel le nu propriétaire a droit. Et cet usufruit qui s'exerce sur les dividendes, c'est un
quasi-usufruit. Et le quasi-usufruit, de quoi s'agit-il? C'est un usufruit qui s'exerce sur des biens consomptibles, c'est-à-dire, ici en l'espèce, sur une somme d'argent. Bien, le quasi-usufruitier appréhende la somme d'argent, mais il devient débiteur d'une dette de restitution à l'extinction de cet usufruit. Et alors, vous l'apercevez, cette solution de la Cour de cassation, elle fait deux heureux. Elle fait d'abord un premier heureux, c'est l'usufruitier qui perçoit les dividendes, mais également elle fait un heureux et plusieurs heureux dans cette affaire. Ce sont les nus propriétaires. Les nus propriétaires ont une créance de restitution au titre du quasi-usufruit, une créance de restitution qui s'exercera contre la succession des usufruitiers. Ils viendront à cette succession avec une créance qui s'inscrira au passif de la succession, et le paiement de cette créance est exonéré de tout droit de mutation à titre gratuit. Cette solution, vous l'apercevez, adoptée par la Cour de cassation, bien, ouvre la voie à des stratégies qui sont aisées à mettre en place. Il suffit tout simplement, vous l'apercevez, de décider la mise en distribution, la mise en réserve de bénéfices. On attend un petit peu, et puis après on distribue, on met en distribution ces réserves, et nous faisons, comme je vous le répète, deux heureux, l'usufruitier et les nus propriétaires. Voilà, vous l'apercevez, des transmissions à titre gratuit qui n'entrent pas dans le champ des droits d'enregistrement, mais néanmoins nous avons transmis de la fortune hors toute taxation. Je voudrais évoquer un autre cas très différent qui repose uniquement sur le démembrement. Et là aussi, c'est la Cour de cassation qui a ouvert des perspectives. De quoi s'agissait-il? Bien, il s'agissait, à la vérité, d'un père de famille qui achète un terrain. Ce père de famille, il faut le dire, c'est important pour la suite, qui était jeune, il avait 59 ans, il achète un terrain et il donne la nue propriété de ce terrain à l'un de ses enfants, à une jeune fille, mineure en l'espèce d'ailleurs. Et cet usufruitier, maintenant il n'a plus que l'usufruit du terrain, n'est-ce pas, puisqu'il a donné la nue propriété à l'un de ses enfants, cet usufruitier édifie des constructions sur le terrain. Eh bien, l'administration fiscale a adressé immédiatement un redressement aux nus propriétaires, en prétendant que le père de famille, en édifiant des constructions, avait gratifié son enfant de la valeur des constructions édifiées sur le terrain dont il n'était qu'usufruitier. Eh bien, la Cour de cassation, là, par un motif lapidaire, a écarté toute qualification de donation indirecte. La Cour de cassation a considéré que tant que l'usufruit subsistait, c'est-à-dire tant qu'il n'était pas éteint, le nu propriétaire n'est pas propriétaire des constructions. C'est l'usufruitier qui est propriétaire des constructions pendant toute la durée de son usufruit. Le nu propriétaire ne devient propriétaire des constructions qu'à l'extinction de l'usufruit. L'on dit encore cela, que l'accession ne joue qu'à l'extinction de l'usufruit. Alors, cet arrêt est tout à fait important. Il est tout à fait important, pour une raison qui est la suivante. L'article 599 du Code civil dispose que l'usufruitier n'a droit à aucune indemnité à raison des améliorations apportées au bien sur lequel il a exercé l'usufruit. Et la discussion, évidemment, est venue du point de savoir si des constructions édifiées par l'usufruitier entraient dans la catégorie des améliorations.
Oh, nous avons un arrêt extrêmement ancien de 1885 qui l'affirmait, mais le problème posé à la Cour de cassation dans cette affaire impliquait nécessairement que l'usufruitier n'ait pas un droit à indemnité, parce que si l'usufruitier, à raison des constructions, avait un droit à indemnité, évidemment, il n'était pas question d'envisager une donation. Donc la question de la donation ne se pose que si on affirme que l'édification des constructions n'ouvre pas droit à indemnité pour l'usufruitier, c'est-à-dire entre dans la catégorie des améliorations de l'article 599 du Code civil. Alors ça, c'est un élément tout à fait important. Il y a une deuxième réflexion qui peut être faite à propos de cet arrêt. En effet, la Cour de cassation s'est fondée uniquement sur le moment de l'accession, n'est-ce pas, pour écarter la qualification de donation. À la vérité, il y avait une autre raison dont la Cour d'appel, qui avait déterminé la Cour d'appel, et qui nous apparaît tout à fait intéressante. C'est que ce père de famille, qui était jeune, avait édifié des constructions à usage locatif, c'est-à-dire, à la vérité, pour se réserver des revenus pour l'avenir. Or, compte tenu précisément de son espérance de vie, bien, il était parfaitement aisé de justifier que l'usufruitier avait édifié les constructions dans son intérêt personnel. Il était déterminé par son intérêt et non pas par la volonté qui apparaît tout à fait subsidiaire de gratifier son enfant nu propriétaire. Or, ici, on l'aperçoit très bien, l'intérêt personnel chasse la libéralité, chasse l'intention libérale. Et donc, la Cour de cassation a pu, sans difficulté aucune, écarter la qualification de donation. Alors, vous l'apercevez, cela ouvre des perspectives, n'est-ce pas? Nous voulons construire, par exemple, une villa au bord de la mer. On va acheter un terrain. Et puis on peut édifier les constructions, et puis on va décéder, ou bien on va donner. On sera assailli de droits d'enregistrement. Comment faire? Quelle est la bonne stratégie? La bonne stratégie, c'est d'acquérir le terrain en démembrement. Les enfants acquièrent la nue propriété, et d'ailleurs on peut leur faire un don manuel de somme d'argent pour acquérir la nue propriété, et puis les parents achètent l'usufruit. Les parents vont construire cette villa. Et puis voilà, à leur décès, les enfants recueillent la villa en franchise totale d'impôt. Alors évidemment, il ne faut pas entreprendre cette opération à 95 ans. Parce qu'à ce moment-là, bien, on pourra considérer que ce n'est pas tellement l'intérêt personnel de l'usufruitier constructeur qui est poursuivi, mais qu'il avait en vue de donner, de transmettre les constructions aux enfants. Mais si nous pratiquons cette opération à un âge qui laisse encore espérer une jouissance d'une longue durée, toute qualification de donation se trouve écartée. Donc vous l'apercevez, toutes ces opérations que la Cour de cassation a décrites, et puis pour écarter la qualification de donation, eh bien, toutes ces opérations, ce sont autant de stratégies possibles qui s'ouvrent à ceux qui veulent transmettre, et transmettre évidemment sans droit d'enregistrement. Je vous remercie.